Bon, bonjour à toutes et à tous. Finalement, le froid n'a pas rebuté les, les fidèles de ce rendez-vous de l'instant archéo. Alors, aujourd'hui, nous recevons trois conférenciers qui vont nous parler des recherches qu'ils mènent en Haute-Saône dans cette période qu'eux-mêmes qualifient dans le résumé des âges obscurs, un terme qui désigne en fait une période clé, une période de transition, de mutation entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Et donc ça me fait particulièrement plaisir ce soir d'introduire cette conférence, puisque ces trois conférenciers, ce sont des étudiants qui ont été, pour certains, ils sont encore étudiants, puisqu'il y en a deux qui sont en doctorat, mais ils ont fait tout ou une partie de leur cursus en archéologie à Besançon. Donc c'est la fine fleur des archéologues, la nouvelle génération des archéologues franc-comtois. Alors je vais les présenter brièvement. On va commencer par le plus ancien de la bande, Adrien Sagesse, qui a fait son master sur l'Antiquité tardive à Besançon et qui actuellement a commencé et est engagé dans une thèse portant sur le territoire de la cité de Besançon du IIIe au VIe siècle. Et il dirige également un projet collectif de recherche sur le Portois du IVe au XIIe siècle. Axel Kresnik, elle a fait également son master à Besançon en archéologie du bâti, ce qui est une spécialité de notre master. Et elle a travaillé sur le système d'enceinte du Saint-Mont, un monastère qui est réputé avoir été fondé de manière très précoce au 7e siècle. Et je pense qu'elle nous montrera, elle parlera donc justement des recherches qu'elle a réalisées sur ce site. Et puis le troisième, c'est Valentin Métral, qui lui travaille plutôt sur le Doubs, le secteur de Pontarlier. Il a réalisé son master sur le bourg castral de Jougnes. Et actuellement, il est inscrit en thèse sur la cluse fortifiée de Joux, où il mène des recherches à la fois d'archives, mais aussi d'analyse du bâti, particulièrement sur le château de Joux. Donc ils sont tout à fait, je dirais, représentatifs à eux trois de ces nouvelles méthodes qu'on développe en archéologie, et notamment des approches intégrées, dans lesquelles on va croiser différents types d'investigations, études d'archives, prospection géophysique, études topographiques, analyse de bâti. C'est tout cet ensemble qui fait la richesse, la diversité des recherches actuelles qu'on mène sur un certain nombre de dossiers en Franche-Comté. Voilà. Et je leur cède la parole. Merci Philippe pour cette introduction. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc je me doute que ce n'était pas forcément évident pour tout le monde. En tout cas, un grand merci. Je tiens à remercier aussi en amont la MSHE et en particulier Florence Bailly qui s'est occupée de la coordination de l'organisation de cette soirée. Donc, je vais introduire cette présentation ce soir qui porte sur les premiers résultats d'un programme collectif de recherche, d'un PCR qui a été entamé en 2018 sur le territoire de la Haute-Saône par mes collègues et moi-même et qui portait sur l'évolution de l'occupation du territoire de la Haute-Saône entre l'Antiquité et le Moyen-Âge central. Donc c'est un travail qui est encore actuellement en cours d'étude. Les fouilles de 2021 sont encore en cours d'exploitation et on a comme objectif de rendre une synthèse finale pour cette première triennale à la fin de cette année. Donc les résultats que vous aurez ce soir sont en grande partie développés, mais restent préliminaires à la synthèse qui arrivera en fin d'année. Donc pour contextualiser un peu le cadre de notre recherche, on s'est intéressé à plusieurs périodes qui sont en général assez mal connues, comme l'avait introduit Philippe. Je pense en particulier à cette période qu'on a appelée les âges obscurs, les Dark Ages chez les anglo-saxons, qui correspond globalement à la période de notre antiquité tardive, donc des siècles du 3e, 4e, 5e, jusqu'au 8e, 9e siècle, jusqu'à l'avènement finalement de
de Charlemagne, du règne des dynasties carolingiennes. Et puis par la suite, à partir des 10e, 12e siècles, on va voir apparaître de plus en plus de sources historiques qui permettent de préciser un peu le cadre de l'organisation de la vie de la société de ces périodes. Mais pour ce qui est des périodes comprises entre le 3e et le 8e, 9e siècle, on a un gros hiatus qui a toujours été observé au niveau des sources historiques, et un hiatus qui s'est observé aussi dans les recherches archéologiques. On a longtemps considéré ces périodes comme des périodes de décadence avec l'effondrement de l'Empire romain. C'est les vignettes que vous voyez à l'écran actuellement, avec un empire qui serait complètement ravagé par des séries d'invasions barbares qui ruineraient toute la partie occidentale de l'Empire, qui irait jusqu'à Rome et destituer le dernier empereur de Rome en 476. À partir de cette période, on considère qu'on passe à la période du Moyen-Âge, historiquement. Et s'ensuit une période tout aussi obscure qui sont les temps mérovingiens et carolingiens, ce qu'on a appelé ces âges obscurs, avec ces traditions historiographiques autour des rois fainéants et toutes ces traditions qui aujourd'hui sont largement battues en brèche. Depuis les années 70-80, l'attention des chercheurs et des historiens s'est réorientée sur ces périodes avec des méthodes d'analyse et de traitement nouveaux qui ont permis de largement révoquer cette historiographie décliniste qui était de mise jusqu'aux travaux pionniers d'Henri-René Maroux dans les années 70-80 ou de Peter Brown et beaucoup d'autres derrière eux, et qui ont considéré ces périodes comme des périodes à part entière avec leurs spécificités, et qui ont initié des dynamiques méthodologiques pour pousser les chercheurs à chercher d'autres indices que juste les sources historiques pour essayer de documenter ces périodes, en s'axant principalement sur les recherches archéologiques. Le principal écueil qu'on pouvait avoir sur ces périodes-là, c'est qu'on a, avec la fin de l'Empire romain, on a longtemps pensé qu'on avait une disparition du commerce à grande distance, donc une disparition de tous ces biens manufacturés, notamment céramiques, qui étaient importés de tout l'Empire romain et qui permettaient de fournir des jalons chronologiques aux archéologues pour dater leurs sites. Et on a une réapparition à partir du 3e, 4e siècle d'une architecture qui est essentiellement en bois, en terre et bois, en matériaux périssables, architecture qui laisse très peu de traces dans le sous-sol lors des fouilles archéologiques, et vestiges fugaces qui ont été largement oblitérés ou détruits par les fouilles archéologiques depuis presque un siècle, puisqu'on n'avait pas l'habitude de chercher ce type de vestiges. On s'intéressait évidemment aux structures maçonnées, aux constructions en dur. Donc la plupart de ces occupations sont passées à la trappe, ce qui fait qu'on a observé un large hiatus qui aujourd'hui tend à se combler. Le cadre chronologique de ce PCR, il s'introduit à la suite de toute une série de grands programmes collectifs de recherche qui se sont terminés pour la Franche-Comté. J'en cite quelques-uns. Donc le PCR Mandeur qui datait du début des années 2000, donc sur le sanctuaire et l'agglomération antique de Mandeur. Le PCR Aglo-Séné, donc sur les agglomérations secondaires de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge dans le Grand Est de la Gaule. Le PCR Monastère des Origines au premier millénaire, donc, qui était dirigé par Sébastien Bully et Christian Sapin. Le PCR Vesantio Christiana qui s'est intéressé à la topographie de la ville de Besançon à partir entre le 4e et le 10e siècle. Le PCR sur les sites de hauteur de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge du Jura, donc coordonné par Philippe Gandel et David Biloin. Et finalement, le début de nouveaux projets comme les PCR Archéopales au Jura central, donc dirigés par Vincent Bichet, Valentin Chevassus, et Hervé Richard, porté par le laboratoire Chron Environnement. Donc tous ces programmes de recherche ont finalement développé des problématiques qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé à relativiser et à réviser nos connaissances sur ces périodes. Donc notre recherche s'intègre dans la continuité de ces programmes et on prend le relais pour réutiliser justement ces méthodologies qui ont été développées au cours de ces 15-20 dernières années en Franche-Comté au sein de tous ces programmes. Pour le cadre spatial de notre étude, on a décidé de s'axer sur le territoire de la Haute-Saône puisqu'il correspondrait à une entité géographique et politique qui reste assez stable dans le temps, qu'on appelle le Pagus du Portois. Donc c'est le secteur que vous voyez entouré à l'écran. Cette entité administrative, on estime qu'elle remonte à la Haute Antiquité. Les travaux récents de Pierre Nouvel sur les limites du territoire de la Séquanie antique ont permis de topographier les frontières de ce secteur entre les cités des Lingons et des Séquanes.
Et il s'est avéré que les études régressives à partir des sources médiévales du Haut-Moyen-Âge, en particulier les chartes carolingiennes et mérovingiennes, ont révélé que ces limites administratives perdurent au moins au cours du 8e, 9e siècle. Donc on estime qu'entre l'Antiquité, le 1er siècle après Jésus-Christ, et le 7e, 8e siècle, on a un territoire qui est resté à peu près stable. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les mentions de chartes médiévales, donc du Haut Moyen-Âge, donc du 7e, 11e siècle, qui mentionnent le pagus du Portois. Donc, qui mentionnent des abbayes, en particulier des possessions d'abbayes, dont le nom nous est parvenu jusqu'aujourd'hui et qui permet de poser un cadre à ce territoire du Portois. Les autres sources qui nous mentionnent ce territoire sont postérieures, datent du 10e, 11e siècle, et on se repose en particulier sur le découpage des diocèses chrétiens médiévaux qui ont eux aussi peu évolué dans le temps. Ce qui correspond à une délimitation, c'est le secteur que vous voyez en vert à l'écran sur cette carte du territoire de la Haute-Saône. Et vous voyez 5 des sites qui ont été étudiés dans le cadre de ce PCR, donc 4 vont vous être présentés ce soir. Donc ces sites, ils revêtissent différents intérêts. On s'est intéressé à l'agglomération de Port-sur-Saône, qui est considérée comme le chef-lieu de ce pagus, au moins au Moyen-Âge. Le site de Jonvel, qui était essentiellement connu pour sa grande villa romaine, le site de Seveux, qui correspond à une agglomération secondaire antique, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui à travers le village actuel de Seveux, et le site de Fauconnier-et-la-Mer, donc en frontière nord du département, dans la région des Mille-Étangs, qui correspond à un site de hauteur lié à l'implantation de Saint-Colomban et a priori la christianisation de ce secteur au cours du Haut Moyen-Âge. Le premier site que je vais vous présenter ici, c'est le site de Jonvel, donc on est tout au nord du département, on est à la limite de la frontière avec le département de la Haute-Marne, qui correspond aujourd'hui à un bourg d'à peu près 200 âmes situé dans un méandre de la Petite Saône. On est à une vingtaine de kilomètres des sources de la Saône, et qui présentait l'intérêt au début de nos recherches d'avoir livré toute une série de vestiges archéologiques et historiques qui pouvaient être repris et réinventoriés, réétudiés pour fournir de nouveaux jalons pour la compréhension de ces sites. On a en particulier, donc vous voyez au sud de la carte, en jaune et en rouge, l'emplacement de la grande villa du Magny. Je vais revenir par la suite en détail dessus. On avait les vestiges du château fort de Jonvel qui étaient conservés dans un des méandres. Et on avait surtout l'église paroissiale Saint-Pierre, au sein de laquelle on a découvert des sarcophages au cours des années 60-70. Alors, la villa des Jourdaines, elle est connue essentiellement par les fouilles de l'abbé d'Escouvrières dans les années 60-80, reprises par la suite par Nathalie Bonvalot et Jean-Claude Barson. Vous avez à l'écran une synthèse des vestiges, des structures qui ont été découvertes lors de ces fouilles. Vous avez à droite l'élément le plus caractéristique de cette grande villa, qui sont des balnéaires extrêmement bien conservés avec leur tapis de sol en mosaïque, qui a valu un classement au titre des monuments historiques de ce site. L'intérêt majeur, c'est qu'on avait conservé au sein du musée de site toute une série de caisses de mobilier qui n'avaient pas bénéficié d'études et de publications au moment des fouilles, qui méritaient d'être repris pour essayer de connaître l'évolution de l'occupation de la villa. Donc, cette villa, de ce qu'on en l'état des connaissances au moment où on a repris le dossier, avait une surface qui était estimée à presque 4 hectares et qui s'étendrait vers le nord en direction d'un four de potier fouillé par Fabrice Charlier dans les années 90. Vous avez ici une restitution hypothétique de l'emprise de cette villa qui provient de l'HDR, de l'habitation dirigée des recherches de Pierre Nouvel. Et vous avez sur la photo aérienne à droite l'emprise supposée de cette villa dans le paysage actuel. Donc, au moment où on a repris la documentation de cette villa, on savait, par les études qui avaient été faites, notamment par Nathalie Bonvalot et Jean-Claude Barson, qu'on avait une occupation en continu du site, au moins du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce qui fournit déjà un repère intéressant, puisqu'on a un établissement qui perdure pratiquement 5 siècles, avec des traces d'une occupation du Haut Moyen-Âge. Le problème, c'est qu'à l'époque où avaient été faites ces fouilles, on ne disposait pas de tous les référentiels, de toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le mobilier des périodes, notamment de l'Antiquité tardive, du 5e, 6e siècle, et du Haut Moyen-Âge, la période mérovingienne, pour le 7e, 8e siècle. Ce qui fait que quand on a repris le mobilier
qui étaient conservés au musée. On a eu la surprise de découvrir le plus gros lot de céramique de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge du département de Haute-Saône. Donc vous avez ici quelques exemples de vases et de décors qui ont été retrouvés, qui sont assez caractéristiques de ces périodes. En l'occurrence, vous avez ici des céramiques, des sigelets d'argone avec ces décors caractéristiques à la molette, qui datent du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Des productions bourguignonnes des ateliers de Jauge et Villiers-Vineux, qui sont, elles, plutôt caractéristiques de la fin du IVe siècle et de la première moitié du Ve siècle. Des importations un peu plus lointaines qui arrivent de Savoie, des alentours du lac du Bourget. Et tout un tas d'autres productions qui, une fois qu'on les replace dans le contexte de la fin de l'Empire romain, témoignent d'un site qui est finalement parfaitement intégré dans les réseaux de diffusion de la fin de l'Empire romain, puisqu'on a des importations qui arrivent depuis l'Afrique du Nord avec des sigelets tardives et des amphores, et même a priori des productions d'amphores libanaises du 5e siècle, qui sont extrêmement rares dans nos régions. L'explication de la provenance de tous ces biens, c'est très certainement le fait que la villa est située aux abords de la Saône, qui est un des axes de diffusion majeurs de ces productions méditerranéennes vers le nord de la Gaule et le nord de l'Europe. Autre fait intéressant, c'est que sur les 40 monnaies qui étaient conservées, qui étaient issues de ces fouilles, plus d'un tiers datait du 4e, voire du début du 5e siècle, ce qui est assez rare d'un point de vue des faciès monétaires, d'avoir des diffusions aussi tardives des missions romaines. On a également tout un lot de céramique du Haut Moyen-Âge, notamment des productions des ateliers de Sevray, près de Chalon-sur-Saône, et des productions du Val-de-Loire, qui témoignent d'une continuité de l'occupation de la villa jusqu'au 9e siècle, peut-être jusqu'au 10e, 11e siècle. Donc on a affaire à un site qui a une importance notoire dans son espace, dans son environnement, puisqu'il va avoir une continuité de son occupation qui va durer pendant presque un millénaire, avec une population qu'on pourrait estimer être une population aristocratique, élitaire, qui a les moyens de se fournir de toutes ces importations très lointaines. Je pense notamment à ces amphores, à ces productions qui arrivent d'Afrique du Nord et du Liban, et qui, jusqu'au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ, est toujours intégrée dans les réseaux de diffusion, a les moyens de s'approprier des denrées qui arrivent d'assez loin. Cette occupation du Haut Moyen-Âge, elle était matérialisée par une petite structure qui était en périphérie du site, qui se composait de plusieurs fosses creusées dans le tuf, qui venaient drainer un espace qui avait été interprété par les fouilleurs à l'époque comme un éventuel grenier pour stocker des denrées au sec. Autre indice d'une occupation du Haut Moyen-Âge, des fragments de sarcophages qui avaient été utilisés en réemploi, ce qui indiquerait qu'on avait très certainement un espace funéraire mérovingien à proximité de cette villa. On peut imaginer qu'éventuellement la population qui vivait dans cette villa au Moyen-Âge avait un mausolée ou un espace funéraire privé, familial, aux abords de la villa, dont les sarcophages ont été réemployés pour les constructions postérieures, très certainement du 9e, 10e, voire peut-être du 11e siècle. Je redescends vers le bourg et je redescends vers le château de Jonvel, qui est un autre des jalons, qui constitue avec la villa un des vestiges archéologiques les mieux conservés du bourg, ce qui n'est pas peu dire, puisque ce château, on le sait par une vue de 1617 de Tremblecourt, est déjà en partie démonté avant le début de la guerre de 10 ans, donc l'épisode comtois de la guerre de 30 ans, qui va amener au siège de Jonvel et à sa destruction totale, avec un démontage par la suite total du château, dont aujourd'hui il ne reste que quelques vestiges, mais qui n'avaient encore à l'époque, au début de nos travaux, n'avaient jamais été cartographiés et topographiés, ce qui nous a amené à nous intéresser à ce site. Donc vous avez ici les travaux qu'a fourni Amélie Berger, notamment le modèle numérique de terrain pour topographier la motte castrale sur laquelle s'est installé ce château, et les quelques vestiges encore présents qui se révèlent être une partie de l'enceinte, une cave et les vestiges des fondations d'un bâtiment. Donc on a initié sur ce secteur une étude de bâti afin de relever les vestiges existants, et par la suite, si le temps nous le permet, dans le cadre de fouilles sur ce château, essayer de fournir des éléments de datation pour essayer de comprendre à quel moment apparaît ce château et voir comment il s'implante dans l'évolution générale du site. Je reviens sur cette carte
Pour faire une petite synthèse sur l'évolution du site de Jonvel, on sait qu'à partir de la fin de la période protohistorique, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a un établissement aristocratique qui se met en place à l'emplacement de la Villa des Jourdaines, donc au sud du site. Cette ville-là, elle va perdurer pendant près d'un millénaire et tous les témoignages qui sont livrés par le mobilier qu'on a retrouvé dans cette villa indiquent qu'on a affaire à une population d'aristocrates et qui vient pérenniser sa présence dans le secteur pendant près d'un millénaire. On sait qu'on a une occupation au cours du Haut Moyen-Âge avec la présence de ces céramiques, de ces constructions et de ces sarcophages. Et en parallèle, on sait qu'en contrebas, dans le méandre du Doubs, dans l'église paroissiale Saint-Pierre, on a également des sarcophages mérovingiens qui ont été découverts. Donc on a, à partir du 6e, 7e siècle, une bipolarisation de ce secteur avec l'apparition d'un noyau mérovingien, en plus de celui de la villa, sous le village actuel de Jonvel, très certainement lié à l'apparition d'un premier lieu de culte chrétien qui est, on le suppose, à titre d'hypothèse, une première église paléochrétienne à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Pierre. C'est à partir de ce noyau, de cette église autour duquel va se développer un cimetière, que va très certainement se développer par la suite le village médiéval. On a, au moment où disparaît l'occupation de la villa, vers le Xe siècle, Xe, XIe siècle, très certainement un déplacement de cette population, de cette famille d'aristocrates, sur une motte castrale qu'on soupçonne être à l'emplacement du château médiéval qui va la pérenniser pour la suite. C'est-à-dire qu'on aura un site avec une population civile qui va se développer dans le bourg de Jonvel, avec un site aristocratique qui est le château, qui va être finalement la continuité de l'occupation de la villa. Je passe la parole à ma collègue Axel qui va vous parler du site de Port-sur-Saône. Bonsoir à tous. Alors du coup, le prochain site qu'on vous présente, c'est celui de Port-sur-Saône, plus précisément la vigne au Père. Alors la commune de Port-sur-Saône se situe dans le département de la Haute-Saône, à 15 km au nord-ouest de Vesoul. La ville se développe autour de la Saône, que le site de la vigne au Père justement domine de 243 mètres d'altitude, donc on est sur un petit site de hauteur. La localité de Port est mentionnée au VIe siècle dans la seconde version de la Notitia Galliarum, donc un document qui compile les provinces de Gaule. Elle est alors désignée comme Portus Abucinus, chef-lieu du Pagus Portuensis. De nombreuses découvertes dans le secteur depuis le XIXe siècle, notamment l'imposante villa du Mani. Donc vous avez le plan sur la diapo à gauche. Permettent de supposer, sans l'attester formellement, de l'existence d'un habitat groupé à Port-sur-Saône à la fin de l'Antiquité. Concernant le site en lui-même, les premières découvertes sont mentionnées par Galère au début du XIXe siècle. Il découvre à l'occasion de fouilles 4 sarcophages et du mobilier, notamment des éléments d'armement et de parure associés au 7e et 8e siècle. Sous son impulsion, plusieurs autres aires funéraires chronologiquement proches sont mises au jour dans le secteur, notamment à la chapelle Saint-Valère, en contrebas du site de la vigne au Père. Il décrit également, 100 mètres plus au sud de cette nécropole, un retranchement ou un camp romain, équipé d'une muraille qu'il désigne précisément par mur maçonné et cimenté avec tuileaux et poteries dans le sol, à l'emplacement de ce qui pourrait être un castrum destiné à verrouiller le passage sur la Saône, correspondant donc à l'axe Langres-Besançon. Néanmoins, ce terme de castrum est à considérer avec beaucoup de prudence, déjà parce que les sources qui le mentionnent ont disparu, et par ailleurs, ce terme peut renfermer de nombreuses réalités militaires, commerciales, administratives, politiques, ostentatoires, qu'il est parfois complexe de comprendre pour les yeux d'un archéologue ou d'un historien. Enfin, les sources historiques indiquent que Port-sur-Saône conserve son statut de chef-lieu de Pagus jusqu'au XIe siècle, avant que ce pouvoir ne soit transféré à Vesoul. Elle renseigne également l'évolution du bourg aux périodes médiévales et modernes et l'hypothèse de l'implantation d'un prieuré dépendant de l'église Saint-Étienne sur le site du castrum, donc hypothèse qui reste à ce jour ouverte. Alors, depuis 2018, plusieurs opérations archéologiques ont été menées dans le cadre du PCR Portois. La première année a été consacrée à l'acquisition d'un relevé LIDAR, donc de l'ensemble de la plateforme, adjointe d'une campagne d'acquisition géophysique sur l'ensemble du site. La cartographie LIDAR qui a permis d'obtenir une vision globale et précise du site, tandis que les relevés géophysiques ont permis d'observer un certain nombre d'anomalies sur la plateforme, donc vous voyez sur la carte à gauche, qui pourraient correspondre ou non à des structures archéologiques. En complément, 2 sondages ont été réalisés sur les sections est du mur d'enceinte, donc que vous voyez en violet qui vient enserrer la plateforme, qui
qui ont permis de dégager d'imposantes maçonneries, donc d'une potentielle porte d'accès monumentale au rempart. Donc c'est la photo que vous voyez en haut à droite. En 2020, afin de caractériser une section supplémentaire de rempart et l'occupation interne de l'enceinte sur le point le plus haut, ainsi que de vérifier l'existence ou non d'une tour d'angle, un sondage de 110 mètres carrés a été ouvert au nord-est. La découverte partielle d'un bâtiment sur poteau a permis d'orienter les fouilles réalisées en 2021, inscrites dans le prolongement des sondages de 2020, donc les 2 carrés blancs que vous voyez sur la carte à gauche, donc vers l'ouest pour une surface un peu supérieure. D'accord, merci. Désolée. Alors, concernant l'implantation de l'enceinte dans le paysage, elle semble correspondre à une volonté de fermer l'espace, comme on peut le voir donc sur la carte LIDAR, et donc de barrer les versants les plus accessibles qui se situent au nord et à l'ouest. Le mur est forme une barrière de 100 mètres linéaires. On remarque un élargissement de la structure à hauteur de la potentielle porterie, donc avec le petit carré rouge à l'ouest. Donc à l'ouest et au sud, les pentes raides forment une barrière naturelle. Néanmoins, en l'état de nos connaissances, il n'est pas possible d'affirmer ou d'infirmer que des sections n'ont pas préexisté à ces endroits et auraient été détruites ultérieurement. Enfin, il faut noter que l'état de conservation général du rempart est très inégal. Certaines parties sont protégées sous le couvert forestier, notamment à l'ouest, tandis que la section nord a été en partie arasée, détruite par des travaux il y a quelques années. Donc, les différents sondages menés au nord de l'enceinte ont permis d'appréhender une section assez importante du rempart, en particulier le parement interne. Donc, la mise en œuvre semble relativement homogène et suit un plan architectural précis. Donc là, sur les diapos, vous pouvez observer à gauche la section interne fouillée en 2020, adjointe en bas de la section externe du rempart. Et sur les 2 autres photos, la section qui a été fouillée l'année dernière, donc section interne, externe. Donc, alors, le premier niveau de fondation, donc là c'est le relevé de ce qui a été mis au jour en 2020. C'est à peu près la même chose pour 2021. Le premier niveau de fondation est caractérisé par des assises donc, de calcaire de dimensions variées liées à un mortier gris. Ils sont disposés de façon assez anarchique, sauf autour de négatifs. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Le second niveau de construction, lui, est caractérisé par quelques assises en retrait du premier niveau. Donc on a un système d'escalier qui se met peu à peu en place. Là aussi, les dimensions des blocs sont variables et le mortier employé est un peu différent. On remarque que les 2 assises supérieures de ce niveau sont caractérisées par des blocs de plus petites dimensions disposés selon un opus plicatum. Un troisième niveau, lui aussi en retrait des 2 précédents, est défini par des blocs qui sont un peu plus allongés et mieux agencés. Enfin, la partie supérieure de ce niveau, donc le 4e niveau, marque une rupture dans l'architecture, notamment par l'installation d'une chape de mortier, donc qui se situe vraiment tout au-dessus de la structure au niveau de son arasement, qui pourrait marquer la volonté d'installer des blocs monumentaux. On a pu observer ça sur d'autres sites de hauteur, notamment le site de la Couronne à Molles. Alors, concernant le parement externe, pour 2020, il a été observé seulement sur une petite section. On avait fait le choix de d'abord travailler sur les éboulis du mur afin de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, si on avait eu un arasement net d'un coup ou en plusieurs phases. On s'est notamment rendu compte qu'on avait des phases intermédiaires où il y a des fosses qui avaient été réimplantées dans ces éboulis. Donc, concernant la section externe qui a été mise au jour pour 2021, c'est caractérisé par plusieurs phases, notamment par des coups de sabre. Donc, vous voyez sur la photo en bas à droite. Donc, pour l'heure, différentes hypothèses peuvent être formulées. Donc, soit une exposition plus importante de la structure au nord, nécessitant des réparations, un changement de fonction à mettre en lien avec une potentielle voie de passage. On a quand même la sensation qu'on a un comblement, quelque chose qui vient renfermer une ouverture postérieure, ou simplement des changements d'équipe de maçons, voire des arrêts de chantier. Alors, cette structure, elle a 2 caractéristiques qui sont un peu inédites pour nos régions et qu'on observe assez rarement dans l'architecture de ces périodes. Le premier, c'est un système de poutres internes à la structure. Donc les négatifs observés dans le parement en premier niveau de fondation, donc on avait juste ici tout en bas,
correspondent à des poutres traversantes de part et d'autre de la structure. Donc, on les retrouve des deux côtés, de sections rondes ou carrées. Les négatifs sont à l'intérieur du mur plutôt bien conservés et permettent de comprendre que le bois a été noyé dans le mortier, à contrario des pierres de blocage. Elles sont disposées de façon régulière à 1,27 m d'intervalle. La présence de galeries parallèles, donc ça c'est sur le relevé que vous voyez à gauche, permettent de former une sorte de système de coffrage qu'on n'a pas encore bien cerné. Plusieurs négatifs de poutres disposés en croisillon ont également été découvertes au troisième niveau de construction. Donc là, c'est le schéma que vous voyez à droite, donc le petit point bleu tout en haut. Elles sont de plus petite dimension et ne dépassent pas du parement de la structure. Donc cette forme architecturale est assez inédite. Quelques exemples sont connus en Suisse, tout de même. Cette mise en œuvre peut s'expliquer par la volonté de stabiliser le mur, parce qu'on ne comprenait pas en fait pourquoi renforcer un mur qui est déjà assez massif par ses dimensions, par un système de poutrage interne en bois qui lui-même à un moment donné est périssable, va disparaître et va donc potentiellement fragiliser la structure. Et donc on avait travaillé avec une équipe de pédologues de l'Université de Lorraine qui nous avait mentionné le fait que, étant donné que le mur était construit sur des terrains argileux, donc plutôt instables, le bois pouvait donner de la rigidité à la structure. Donc, pour un moment, c'est l'hypothèse qu'on garde, mais c'est pas impossible qu'on ait aussi des équipes de maçons qui travaillent comme ça, qui se déplacent, pourquoi pas, de la Suisse à la Franche-Comté et qui reproduisent un schéma semblable. Par ailleurs, donc les sondages menés au pied de la structure ont permis de mettre au jour les vestiges d'un talus de terre composé lui aussi de plusieurs phases. Donc vous voyez ces différentes phases sur le schéma à gauche. L'analyse de la stratigraphie démontre qu'à chaque niveau de construction, un talus était aménagé. Il apparaît que le dernier et quatrième talus est aplani au sommet, permettant éventuellement la circulation au pied du rempart, puisqu'il faut imaginer des élévations plus importantes que celles visibles aujourd'hui. Leurs fonctions pourraient être multiples et se superposer. Des talus pour protéger les élévations ou faciliter l'accès aux parties supérieures de la structure, telles qu'une courtine par exemple. Enfin, ils sont forcément liés aux différentes phases de construction. Notamment une fosse et un niveau de mortier ont été découverts dans le 4e niveau, qui pourraient marquer, eux, des niveaux de travail. Concernant leur chronologie, l'élément le plus récent découvert dans le 3e talus est une monnaie de Valence dont l'émission est datée entre 367 et 378, donc qui corrobore à la datation générale du rempart. Alors, concernant les abords du rempart, donc de nombreux négatifs ont été découverts, pouvant correspondre aux vestiges de structures en bois. Alors, vous voyez leur répartition sur le plan à gauche. Donc, en 2021, à l'avant du rempart, donc à l'extérieur de l'enceinte, une structure linéaire a été mise au jour. Elle mesure une quinzaine de centimètres de large, mais son tracé se retrouve tout le long du rempart. Donc, c'est le... On n'a pas de pointeur, hein. Hop, voilà, c'est mis comme ça. Donc c'est cette structure-ci. Elle est en revanche profonde de à peu près 80 cm et donc elle a été fouillée seulement sur sa section la plus à l'est. On a pu mettre au jour de nombreux pierres de calage qui semblaient correspondre à des trous de poteaux en fait, qui s'alignaient. Donc pour l'heure, c'est l'hypothèse d'une palissade qui est avancée. Donc à l'avant du rempart, qui lui serait postérieur compte tenu de sa stratigraphie. Par contre, on n'exclut pas non plus qu'il s'agisse d'un bâtiment qui se développe à l'extérieur de l'enceinte. Voilà. Donc, concernant l'occupation à l'intérieur de l'enceinte, cette fois, on a des structures très arasées, pouvant correspondre à des trous de poteaux, dont 3 typologies ont pu être observées. Les plus notables sont caractérisées par des dimensions assez importantes et des pierres de calage. Donc, c'est les seules, c'est celles que vous voyez en bleu sur le plan. Elles semblent former un plan rectangulaire, adjoint d'une extension de plus petite dimension à l'est, on y reviendra. Plusieurs observations du point de vue sédimentaire sont à observer, donc on ne le voit pas très bien sur cette vue-là, mais sur le plan de 2020, c'était plus net. On a une terre qui semble être damée en fait, à ce niveau-là, qui est par contre elle, une argile très rouge, très pure, qui se concentre ici, tandis que juste à côté, à la même altitude, on a une argile beaucoup plus brassée, avec d'autres négatifs.
Donc, il apparaît en tous les cas que les niveaux d'argile correspondent à des niveaux de nivellement importants destinés à supporter un bâtiment et qui recoupent elles-mêmes la dernière phase de talutage du rempart. Donc, cette phase d'aménagement serait contemporaine à un second nivellement au nord du bâtiment, elle-même caractérisée donc, par un apport d'argile rouge-marron. Donc, c'est à l'intérieur du niveau d'argile rouge-marron, donc par ici, qu'ont été découvertes de nombreuses fosses. Compte tenu de l'état d'arasement général du site, leur état de conservation est globalement mauvais. Cependant, les fonctions et la chronologie de quelques-unes d'entre elles a pu être déterminées. Donc, à l'est, un ensemble de 3 fosses de moyenne dimension a été découverte, l'une d'elles contenant, dans une première phase, donc c'est cette fosse-ci, avec la photo ici, donc dans une première phase, des restes de faune, des artefacts en alliage cuivreux de monnaies des 4e et 5e siècles, et qui est, dans un dernier état, réutilisé en sépulture d'enfants. Donc au nord, les vestiges sont encore plus arasés, donc par ici. Donc cette année, les fouilles ont permis la découverte d'une fosse contenant des restes de faune et de ramures de cervidés travaillées, des cornes, des rivets en alliage cuivreux, un peigne en os. Celle-ci est particulièrement intéressante puisqu'elle présente l'ensemble des étapes de production d'éléments de tabletterie, de la matière brute à l'objet fini, donc de l'os retravaillé au peigne qu'on a découvert. Et chronologiquement, le mobilier renverrait à l'Antiquité tardive, à toute fin de l'Antiquité. Dans ce même niveau, une fosse de forme rectangulaire dont les angles sont marqués par potentiellement des négatifs a été découverte. Alors sur la forme, ça nous a fait penser à un fond de cabane, mais c'est pas exclu que ce soit un chablis. C'était encore une fois trop arasé pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que c'était. Ça ne contenait pas de mobilier. Et enfin, donc toujours pour 2021, 3 fosses oblongs ont été mises au jour. Elles mesurent 1,70 m de long pour à peu près 70 cm de large et quelques centimètres de profondeur, toujours l'arasement du site. 2 d'entre elles sont orientées nord-sud et l'une est-ouest, juste ici. Une dent humaine a été découverte dans cette fosse-ci. Des fragments d'os humains ont été découverts dans les autres, enfin, os humains, d'œufs de suure dans ces fosses-là. Donc, bon, l'étude anthropologique est en cours, donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce sujet et ne permettent pas de vraiment statuer sur la nature de ces fosses, qui pourraient éventuellement être aussi des sablières basses. Néanmoins, il faut noter aussi qu'il y avait des clous sur les bords des fosses. Donc, malgré leur érosion, leur forme, leur disposition, leur orientation, la présence presque anecdotique d'os humains, des clous et l'inhumation d'un enfant, donc ici, pose question. Donc de façon très prudente, mais vraiment très prudente, l'hypothèse d'une aire funéraire est évoquée. Et donc l'installation de ces fosses à l'extérieur d'un bâtiment quadrangulaire en bois, orienté est-ouest, doté d'une abside à l'est et situé sur le point le plus haut de l'enceinte, pourrait renseigner éventuellement sa fonction. Sa chronologie serait précoce, des 5e premiers tiers du 6e, et ferait de ce bâtiment peut-être potentiellement une église en bois, qui serait l'une des plus anciennes de Franche-Comté, où le corpus est à ce jour assez faible. En revanche, plus d'une trentaine d'édifices au plan assez proche sont connus en Suisse. Voilà. Mais bon, néanmoins, pour l'heure, on ne peut pas valider cette fonction, puisqu'il pourrait aussi tout à fait s'agir d'un bâtiment commercial ou à vocation artisanale. Donc, pour l'instant, sur Port-sur-Saône, donc les fouilles menées depuis 2018 ont permis d'apporter de nombreuses informations sur les fonctions et la chronologie du potentiel castrum. Le rempart apparaît comme un élément structurant du paysage, mais l'absence de militaria sur le site ne permet pas de valider formellement une fonction militaire. En revanche, l'hypothèse de la fonction commerciale du site se renforce à l'aune des différentes découvertes et du fait que la Saône est aussi un point de déchargement à cet endroit. Donc celle-ci corrobore à la mention de Portus au VIe siècle. Enfin, il semble particulièrement important de comprendre les modalités d'évolution de la grande villa du Magny et du potentiel castrum et l'articulation entre les deux. La bipartition du site entre la partie haute du castrum, le mausolée funéraire mérovingien, et la partie basse donc de la chapelle Saint-Valère présente un schéma assez original qui mériterait d'être précisé et démontre aussi une pérennité et des déplacements dans l'occupation au début de la période médiévale. Donc, encore une fois, on insiste sur le fait que les données sont en cours de traitement pour
pour 2021, donc on n'a qu'une vision partielle de l'occupation du site pour l'instant. Voilà, donc le prochain site présenté est celui de la montagne Saint-Martin à Fauconnier-la-Mer. Donc là, on change, on change complètement de localité, on retourne vers le Piémont vosgien, donc juste ici. Donc la montagne Saint-Martin, dont le sommet culmine à peu près 500 mètres d'altitude, est idéalement située. Elle forme une avancée sur la vallée du Brechin, non loin du plateau des Mille Étangs. Elle verrouille un axe de franchissement entre la vallée de la Saône à l'ouest et celle de la Moselle à l'est. Le massif domine également un axe fluvial, donc celui du Brechin, là qu'on voit juste ici. Sa position dans le paysage est particulièrement stratégique. Il est possible d'observer les environs depuis le massif, mais aussi d'être vu si on se situe en haut. Donc, selon les hagiographies du Haut Moyen-Âge, la vallée du Brechin a pu être le secteur d'implantation du premier monastère de Saint-Colomban en Gaule. Les écrits de Jonas de Bobbio, datés de 540, indiquent que cette première fondation monastique 640, serait installée dans le castrum Anagrates. Pour mention, il y aurait alors une vaste solitude appelée Vosges, où se trouvait un castrum ruiné, que la tradition des anciens nommait Anagrates. Il s'y établit avec les siens. Néanmoins, le contexte de cette implantation reste flou et seuls quelques indices archéologiques permettent d'orienter les recherches. Bon, toutefois, cette montagne paraît vraiment être un secteur idéal pour l'implantation d'un tel aménagement, comme on peut le voir sur d'autres sites de hauteur dans la région. Concernant les opérations menées sur le secteur de Fauconnier, donc généralement c'est associé à la fondation du monastère, débute dans les années 50, après la découverte de sarcophages et des fondations de l'église Saint-Jean-Baptiste sous l'impulsion du docteur Cugnet. La question de la première fondation colombanienne continentale a été intégrée au PCR portant sur les premiers monastères d'Occident, donc sous la direction de Sébastien Bully et de Christian Sapin, ainsi qu'au projet européen Columbanus Life and Legacy. À partir de 2010, plusieurs campagnes de prospection géophysique portant sur les parcelles ovoïdes de la Voivre, qu'on voit juste ici, n'ont pas permis de valider l'hypothèse d'une mutation du paysage via l'installation d'une communauté religieuse, mais apportent de nombreux résultats sur notre connaissance du secteur, notamment la découverte d'une maison forte du bas Moyen-Âge, ainsi que des structures pouvant s'apparenter à des constructions antiques. Les recherches se concentrent ensuite donc directement sur le mont Saint-Martin, au niveau de l'église. Des sondages de vérification permettent d'identifier un potentiel état antérieur à l'église médiévale, mais celui-ci n'est pas daté. En 2014, des prospections pédestres autour de l'église, au sommet du massif, ainsi que dans les pentes au nord. Donc le sommet du massif, on est ici, et les pentes sur le pourtour, permettent de collecter du matériel antique, notamment des céramiques. Par la suite, plusieurs sondages sont menés au sommet du massif. 2 structures en creux maçonnées sont découvertes, ainsi qu'un sol en mortier mal conservé, daté de la fin de l'Antiquité, sont mis au jour, donc ici. En 2019, dans le cadre du PCR Portois, un sondage de 120 mètres carrés est ouvert sur la partie nord du plateau sommital. Donc, vous envoyez une photo aérienne juste ici, une photo au drone, ici. La fouille permet de mettre au jour un ensemble de structures en creux aménagées dans la Roche-Mère, dont la datation n'a pas pu être précisée, mais en tout cas, on serait plutôt sur la fin de l'Antiquité. En 2020, une seconde fouille a été menée donc, dans la continuité afin de vérifier le plan des bâtiments. Puis en 2021, après un sondage de vérification en 2020 sur une plateforme adjacente qui avait montré du potentiel, le sondage a été élargi. Et enfin, un dernier sondage l'année dernière sur une plateforme adjacente. On y reviendra. Donc, pour cette plateforme sommitale, les différentes campagnes ont permis, enfin surtout la première, a permis de mettre au jour une quinzaine de structures en creux, donc, dont certaines maçonnées, interprétées comme des trous de poteaux, directement aménagées dans la Roche-Mère, qui a été complètement écrétée donc, pour aplanir le terrain. Alors, bien que la plupart d'entre eux n'ont pas été datés, permis quand même de préciser l'occupation au moins de la plateforme sommitale au IVe et Ve siècle. Pour l'heure, les structures forment un ensemble architectural qu'il est difficile d'identifier. Donc, plusieurs hypothèses peuvent être soulevées, notamment un habitat groupé de hauteur, un poste de contrôle, voire une église paléo-chrétienne. On a aussi, par contre,
d'autres choses qui sont intéressantes sur lesquelles on s'est plus concentré en 2020 sur la fouille donc, du sommet, celle-ci qui était complètement négative en termes de structure archéologique. On a un peu documenté une couche de galets émoussés qui recouvre l'intégralité de la partie basse de la plateforme, avec quelques fragments de tégulaires à l'intérieur. C'est un aménagement de vaste ampleur qui appuie l'hypothèse d'une modification importante du paysage, mais dont la fonction n'est pas encore formellement identifiée. Et ce qui est plutôt intéressant avec cet aménagement, c'est qu'en fait, on a des galets qui sont morainiques et qui, selon les géologues, ne peuvent pas provenir du site. Donc on a vraiment beaucoup de matériaux qui sont ramenés à un moment donné pour réaménager et, compte tenu de la topographie, niveler la partie basse de la plateforme sommitale. Donc en contrebas, la plateforme 3, juste pour mémoire, donc on se situe ici. Donc qui a été exploré en 2020 et 2021. On observe 4 phénomènes majeurs. Donc, c'était relativement négatif aussi en structure archéologique, mais encore une fois, la géologie locale a pu être un peu documentée. Donc on a déjà une couche de poudre gréseux qui n'a normalement rien à faire sur un socle volcanique qui devra être un peu plus étudié par des géologues normalement, si tout se passe bien, afin de comprendre si on a juste quelque chose d'inédit en termes de géologie locale ou si on est toujours sur ces questions d'aménagement de topographie. On avait réouvert cet endroit aussi parce qu'en 2020, on avait découvert, donc c'est la couche un peu blanchâtre que vous voyez ici, donc une couche de terre très, très indurée qui a paru très blanche au moment de la fouille, mais qui n'était pas formellement du mortier. Donc on a travaillé à nouveau avec des pédologues de l'Université de Lorraine sur ces questions, et il s'avérait que c'était une couche qui contenait de la chaux, donc qui était calcaire, qui était totalement anthropique. Donc le questionnement, c'était de savoir est-ce qu'on avait un système de fortification, de remparts, de palissades, qu'est-ce qui pouvait se passer à l'avant de cette plateforme sommitale. Donc on a élargi et il s'est avéré que le niveau d'érosion du site, un peu comme à Port-sur-Saône, mais encore pire, est tellement fort que finalement cette couche, on n'a pas vraiment réussi à en avoir les limites. On a un autre phénomène qui s'y adjoint, qui lui serait contemporain, c'est un aménagement d'un remblai sableux, donc on voit juste là. Où là, on avait un tout petit peu de matériel, donc qui là aussi nous renverrait à la fin de l'Antiquité, qui serait contemporain aux aménagements de la plateforme sommitale. Et enfin, l'ensemble est recouvert par cette fameuse couche de galets émoussés. Donc, si on a un aménagement du paysage, celui-ci concerne aussi la plateforme précédant la plateforme sommitale. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez vaste. Et enfin, à l'interface des deux, on avait éventuellement des structures négatives. On n'en est pas sûr parce que c'était une zone très perturbée par les racines. Donc on avait quand même quelques potentiels négatifs avec quelques pierres de calage. Donc pour là, on reste très prudent sur l'hypothèse d'une palissade qui viendrait ici, en fait, dans l'alignement de ces trous avec calage. Et du coup, pour finaliser la campagne, un dernier sondage qui a été mené donc, sur une autre plateforme adjacente qui, elle, était plutôt... enfin, par sa topographie et par son orientation, nous laissait présager qu'il pouvait y avoir des vestiges, notamment le fait que la plateforme était très plate. On avait pas mal d'anomalies végétales, notamment de la végétation qui pouvait marquer la présence d'eau, qui est une grosse problématique sur le site, parce qu'on n'a pas vraiment de point d'eau directement au sommet. Donc on a fait un sondage de 2 sur 2. On a observé déjà que la stratigraphie était beaucoup mieux conservée que sur le sommet et la plateforme précédente. Donc là, on a quand même des bonnes dizaines de centimètres contrairement ailleurs. Et donc on est tombé sur un empierrement qui pour l'heure n'est pas caractérisé. Bon, c'était juste des pierres les unes sur les autres, sans trace de parement. Mais par contre, on avait quand même beaucoup de mobilier. Donc c'est quelque chose qui fait défaut à Faucony, enfin, sur le site de Saint-Martin, c'est le mobilier. Et là, on avait quand même une bonne quantité de céramique qui renverrait à la fin de l'Antiquité aussi, mais bon, qui sont pour l'heure en cours d'étude. Donc en tous les cas, ça a permis de valider le potentiel archéologique de ce site. Et globalement, on avait aussi relancé des campagnes de prospection sur l'ensemble des plateformes. Et un peu partout, on avait quand même des tuiles ou de la céramique en petite quantité qui sortaient. Donc pour la plateforme
que je viens de vous décrire, c'était celle-ci. Et donc, pour conclure sur Fauconnier, donc les investigations menées en 2021 ont permis de mettre en lumière l'anthropisation du massif, ainsi que d'importantes modifications du paysage. Si on observe au sommet une érosion importante, on remarque que les sols plus denses et mieux préservés sur les plateformes latérales. Ces informations permettent de valider cette année encore donc, le potentiel archéologique de la montagne Saint-Martin. Cependant, le lien entre l'occupation tardo-antique, l'église Saint-Martin demeure toujours très flou, puisqu'une partie du sommet déjà a été potentiellement exploitée en carrière. Donc, ces découvertes permettent également de questionner les problématiques sur les modalités d'implantation des premiers monastères colombaniens en Gaule, en particulier sur des zones de marge. Enfin, il faut noter que ces sites d'auteur sont difficiles globalement à appréhender par le mauvais état de conservation des vestiges et un accès assez limité, une logistique qui du coup est très complexe. Donc, à titre d'hypothèse, il est possible que la montagne Saint-Martin soit abandonnée à la fin de l'Antiquité au profit d'une occupation dans la vallée, notamment à travers le monastère d'Angré, qui serait situé quelque part par là. Voilà. Je passe la parole à Valentin qui va vous parler du site du château fort de Seveux. Bonjour à tous. Alors pour continuer cette intervention, maintenant je vais vous présenter les résultats des sondages menés sur le château de Seveux en 2020. Alors l'agglomération de Seveux-Savoyeux est implantée en bord de Saône, sur la marge ouest du territoire séquoine. La Saône matérialise à cet endroit la limite avec le territoire lingon. Elle est positionnée, donc, cette agglomération, le long de la voie secondaire qui mène de Besançon à Langres, à mi-distance environ, un des deux capitales de cité. L'habitat antique va se développer le long de cette voie sur une distance d'environ 1400 mètres et sur une largeur d'environ 100 mètres de chaque côté, avec la présence notamment de grandes villas ou d'établissements ruraux de plus ou moins grande importance. Le Haut Moyen-Âge, lui, est représenté dans l'espace de Seveux par plusieurs espaces funéraires mérovingiens découverts à chaque extrémité de l'agglomération. Plus tard, l'occupation médiévale semble se structurer autour du château, placé à l'ouest du village, au lieu dit le Préboucher. Alors, le premier seigneur connu pour la seigneurie de Seveux est Thirmuin de Seveux. Il est cité dès 1093 dans la chronique de Sainte-Bénigne. Il appartient, on le sait, à la famille de Beaujeu, important lignage de châtelains de la vallée de la Saône, lignage qui détient notamment plusieurs sites fortifiés voisins, dont le gros château de Beaujeu, situé à 8 km en aval sur le cours de la Saône. Le fief va rester entre les mains de cette famille jusqu'au début du XIVe siècle, puis il passe en 1321 à la famille de Ray, haute lignage châtelain important de la vallée de la Saône. La seigneurie de Seveux, elle constitue ensuite au XVe siècle une dépendance de la seigneurie de Champlit. Elle appartient de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle à la famille de Pontaillé, puis de la fin du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle à la famille de Marmier. En 1761, la seigneurie est mise en décret. Elle est acquise alors par la famille Monniot de Malpas. Puis la seigneurie va être de nouveau rachetée par la famille de Marmier, qui détiendra alors le domaine jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le dénombrement donné en 1456 par Jean de Neuchâtel, alors seigneur de Champlit, pour les fiefs donc liés à cette seigneurie, fournit en particulier de nombreux renseignements sur la présence d'un bourg fortifié associé au château. Le texte suggère bien une distinction entre deux pôles de peuplement, tout d'abord un village et secondement un bourg fortifié de murailles et de fossés. La localisation d'un moulin situe clairement ce bourg en bordure de Saône. Le texte cite, vous pouvez le lire, « Le donjon de Seveux, le bourg devant la ville et toute la fermeté d'Isseux, tant de murailles comme de fossés, item le moulin assis en la rivière de Saône à la porte du dit bourg, item un colombier assis entre la dite rivière de Saône et la dite ville. » Le bourg cité dans ce texte ne sera par la suite plus cité, mais une enceinte continue de l'être cependant au cours du XVIIe siècle. En 1650, le château il est associé à des estableries et granges situées au-devant d'Isseluy, ainsi qu'à des colombiers, jardins et vergers joignants. D'après le cadastre napoléonien, le château il comporte au début du XIXe siècle au moins 6 bâtiments,
placés autour d'une cour pentagonale. Vous pouvez voir ici les bâtiments en rouge sur la carte à droite. Seuls 3 bâtiments subsistent aujourd'hui. Au nord et à l'ouest, le corps de logis et le bâtiment des communs paraissent datés respectivement des 18 et 19e siècles. Au sud, une tour carrée que vous pouvez voir ici à gauche est conservée sur toute son élévation. Elle constitue finalement le dernier vestige du château médiéval. On remarque notamment sur cette tour de nombreuses baies obturées, plusieurs types de parements, donc de murs, et divers éléments défensifs tels qu'une archère droite partiellement obturée, une bretèche ou encore un crénelage en sommet de tour. L'ensemble, il présente visiblement plusieurs phases de construction qui paraissent s'échelonner entre les XIIIe et XVe siècles. Concernant les bâtiments disparus, ces derniers peuvent être documentés par quelques cartes postales des années 1900-1920. Les clichés, comme vous le voyez, montrent la présence de plusieurs bâtiments d'exploitation, mais également et surtout de 2 tourelles de part et d'autre de la tour, qu'on peut voir ici, tourelles polygonales, qui permettaient l'accès au premier étage de cette tour. Au sud du château, le cadastre napoléonien fait figurer, vous le voyez, une vaste parcelle curviligne dénommée Clos du Château. Cette parcelle elle est limitée par une haie et une double limite parcellaire, soulignant la présence d'un fossé. C'est cet enclos finalement qui est associé à la fois à la basse-cour du château ou à un bourg castral par différents historiens. Cet enclos circulaire, il est bien visible, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur les orthophotographies aériennes, anciennes ou plus récentes, en particulier en période de sécheresse. Les clichés montrent nettement l'enceinte circulaire, ainsi qu'une série de trous de poteaux, ou plus probablement de fosses de plantation à l'intérieur de l'espace enclos. Dès 2018, donc, le site du château de Seveux a fait l'objet d'une première opération archéologique. Les objectifs étaient alors de détecter d'éventuelles structures enterrées relatives à l'occupation castrale du secteur, mais aussi aux probables implantations antérieures, donc antiques ou alto-médiévales. Un relevé microtopographique que vous pouvez voir ici à l'écran a été réalisé par drone et il met en évidence et confirme donc la présence d'un fossé qui semble délimité par 2 merlons périphériques. Malheureusement, ce relevé ne montre pas la présence visiblement de structures au sein de l'espace enclos. Pour compléter donc ce premier relevé, des relevés cette fois-ci géophysiques ont été réalisés et la prospection magnétique et électromagnétique montre que cet enclos paraît se composer donc d'un fossé qui semble comblé. Il semble également entouré de 2 structures très magnétiques qui pourraient s'apparenter à des vestiges de murs. Les résultats font également paraître à l'ouest un ancien chenal de la Saône qu'on voit ici en sombre. Ce chenal, il est recoupé visiblement par un aménagement, peut-être un canal d'alimentation qui sert donc à alimenter le fossé en eau. Au sein de l'enclos, un grand carroyage, ici très magnétique, a été mis en évidence. Ce carroyage, il forme de probables fossés ou alors des circulations entre différents jardins. On a également quelques terrassements mis en évidence principalement au nord, ou bien encore des fosses qui se répartissent de manière très ponctuelle à droite à gauche dans l'enclos. Enfin, pour terminer, on peut apercevoir cette grande structure linéaire très magnétique qui pourrait visiblement, vu sa disposition perpendiculaire à l'enceinte, semblant la traverser avec de fortes perturbations sur la partie est, ça pourrait donc visiblement correspondre à une voie de circulation. L'objectif donc des sondages réalisés en 2020 était donc de caractériser plusieurs des anomalies détectées par la prospection géophysique et d'en préciser autant que possible la nature, la chronologie, mais également le potentiel archéologique. Il devait donc également permettre de mettre en évidence d'éventuelles occupations antérieures à l'époque médiévale.
Alors, le premier sondage à l'est est ainsi venu recouper transversalement les structures a priori liées à l'enceinte de la basse-cour et à la potentielle voie d'accès qui la recoupait. Le second sondage, lui, à l'ouest, a ciblé les structures carroyées non identifiées jouxtant la tour du château. Au nord-ouest du premier sondage, un important mur à fleurs, 35 cm en dessous du niveau de sol actuel. Ce mur, il se développe suivant une orientation nord-est-sud-ouest, parallèlement au bord du fossé, qui le borde donc à l'est. Ce mur est maçonné à l'argile. Il a été reconnu sur une longueur de 5 mètres pour une épaisseur moyenne d'environ 1,80 m. Il se poursuit sur sa partie nord, tandis qu'il est interrompu au sud par la présence d'une importante fosse qu'on peut voir ici. Le mur est conservé sur une hauteur moyenne de 65 cm. À l'est du mur d'enceinte, ce dernier comporte un retour, un mur très légèrement oblique qui effectue un retour vers l'est. Ce mur, il ne subsiste finalement plus que par son parement nord-est, par quelques blocs de ce parement, le reste du mur ayant été visiblement arraché. À l'extrémité sud donc de ce mur, qui est visiblement le mur d'enceinte, une grande fosse interrompt brutalement le mur. Son comblement est hétérogène, il se compose de déchets de construction et de déchets de fonderie et de forge, de type notamment laitier ou scorie. Jouxtant la fosse, une structure à fleurs, donc ici au sud, à fleurs 40 cm en dessous du niveau de sol actuel. Cet aménagement, vous pouvez le voir sur la photographie ici, est composé donc de pierres brutes de petite et moyenne dimension, posées grossièrement à plat. Cette structure elle a un axe qui est plutôt perpendiculaire au mur d'enceinte et elle mesure environ 4,70 m de largeur. Au nord et au sud, 2 dépressions longitudinales ont été repérées, des dépressions qui mesurent environ 10 cm de profondeur pour 50 cm de largeur. Entre les 2 dépressions longitudinales, la structure a plutôt un profil très légèrement bombé. La fouille du fossé, donc à l'est de ce premier ensemble décrit, a permis la mise au jour donc, de 3 structures distinctes, or, bien entendu un morceau du tronçon du fossé, ainsi que 2 fosses d'inhumation animale. Le remblai de surface comblant le fossé, donc ici visible en noir-gris, correspond à un remblai provenant d'un haut fourneau, caractérisé par la présence en grande quantité de morceaux de laitier, de matériaux de construction, donc de la terre cuite par exemple, du verre à vitre, de gravier et de petits cailloux. Le reste du comblement du fossé, visible ici en partie basse, est constitué de niveaux de cendres et de chaux sans mobilier associé, et ce, même jusqu'à l'interface avec le fond du fossé. 2 fosses sont venues percer postérieurement les remblais supérieurs du fossé. Elles contenaient, comme vous pouvez le voir, des squelettes complets de 2 porcs et d'un chien. Si on passe maintenant à l'interprétation, donc la fouille confirme la présence d'une enceinte donc maçonnée de belles dimensions sur le bord intérieur du fossé. Elle montre en revanche que la seconde structure linéaire, mise en évidence par la géophysique à l'extérieur du fossé, donc sur ce bord-ci, correspond finalement à l'installation d'un merlon de scorie mis en place lors de réaménagements modernes. Le mur d'enceinte, donc comme je l'ai dit, mesure 1,80 m de largeur. Il est parmenté de blocs de moyen appareil, soigneusement équarris, et maçonné par contre à l'intérieur à l'argile. Ce mur, il peut clairement, visiblement, être associé à une fortification plutôt médiévale. L'enceinte maçonnée surplombe donc le bord interne d'un fossé à fond plat de 12 mètres de largeur pour 1,85 m de profondeur environ. Ce fossé, il était mis en eau, comme je l'ai montré par la géophysique préalablement, par un petit canal qui le reliait directement au cours de la Saône. L'interruption de l'enceinte sur sa partie sud, ici, correspond visiblement à une porterie dont ne subsiste que 2 retours de mur, un petit retour de mur au nord, quelques pierres effectuant un retour au sud.
L'ensemble de la porterie, et notamment ses pieds droits, la constituant, ayant été récupérés et laissant place finalement à une vaste fosse visible donc au sud du mur. Cette porterie, elle est bien entendu associée à une voie matérialisée par un large remblai pierreux bordé de 2 rigoles d'écoulement pour l'écoulement de l'eau de pluie. La fouille donc confirme finalement les premières interprétations qu'on avait faites des anomalies visibles sur les relevés géophysiques. Alors de manière très intéressante, l'axe de cette voie, finalement mis en évidence, est aujourd'hui interrompu par le canal des Forges qu'on peut voir ici. Mais cette voie, elle semble se prolonger de l'autre côté du canal des Forges par un chemin de même orientation qui longe la limite sud du village, parallèlement à la voie antique qui est un peu plus au nord. Ce chemin, encore existant et notamment indiqué sur les cadastres et plans du XIXe siècle, comme chemin de Mottet et Mercey à Seveux, ces éléments ils semblent plutôt indiquer l'existence finalement d'une seconde voie de circulation organisant l'habitat médiéval, voie active avant l'aménagement donc, du canal des Forges, donc voie antérieure au moins au début du XVIIIe siècle et sans doute même au XVIe siècle. La présence de cette deuxième voie fait donc de l'enceinte castrale le point de jonction de 2 chemins au passage de la Saône, ce qui a pu favoriser le développement de la fortification seigneuriale et de son bourg. Malheureusement, la fouille elle n'a fourni cependant aucune indication chronologique concernant la mise en place et l'évolution de ces structures. En effet, elle n'a livré ni mobilier ni charbon datable. Seul le rapprochement avec les données textuelles peut permettre de préciser la chronologie de ces aménagements, du moins pour leurs phases les plus tardives. L'enceinte documentée serait donc au moins antérieure au milieu du XVe siècle, puisque correspondant aux murailles et fossés cités dès 1456. L'enceinte, elle paraît être encore visible au XVIIe siècle, formant alors sans doute l'enclos et pourpris du château de Seveux. En revanche, ni le fossé ni l'enceinte sont cités dans les descriptions de la fin du XVIIIe siècle. Leur disparition à cette époque est corroborée par la datation archéologique des niveaux de comblement et d'arasement de ces structures. L'extension du sondage en direction du château de Seveux n'a par ailleurs pas permis de détecter malheureusement de niveau d'habitat ou de circulation associés directement à l'enceinte médiévale ou à une éventuelle occupation antérieure. Les niveaux d'occupation liés au bourg ou à la basse-cour ont peut-être été détruits par des aménagements postérieurs liés au dépôt d'alluvions, au drainage ou alors tout simplement à la mise en culture de l'endroit. Ils peuvent également peut-être se situer un peu plus loin en arrière, en plein milieu de la plateforme. La majeure partie finalement des structures documentées peuvent être rattachées à une grande phase de réaménagement du château durant les XVIIIe et XIXe siècles. Dans cette phase intervient en particulier le comblement total du fossé par de grandes quantités de cendres et de chaux. Le fossé était visiblement entretenu jusque-là puisque l'on ne retrouve aucun niveau de colluvionnement au fond du fossé. Les remblais de surface, contenant, donc, comme je l'ai dit, de nombreuses scories et laitiers, proviennent visiblement des hauts fourneaux et des forges en activité au nord du château, sans doute au XVIe siècle, puis de manière beaucoup plus certaine entre 1683 et 1875. La présence de chaux dans le fossé pourrait être reliée à la présence d'un four à chaux, qui est associé à la papeterie, qui fonctionne entre 1877 et 1931 sur le site des anciennes forges. On sait par ailleurs que le fossé, il ne figure pas dans la visite de 1786 et il pourrait donc avoir été comblé avant cette date. Il a disparu par contre de manière certaine avant les années 1804-1814 puisqu'il n'est plus représenté sur le cadastre napoléonien de la commune. Rapidement, concernant donc le second sondage, le deuxième sondage, donc, il devait permettre de caractériser la nature et la chronologie du grand carroyage, visible ici à gauche, sur les relevés géophysiques. Ces anomalies semblaient correspondre à des structures remblayées, or peut-être des dépotoirs modernes ou contemporains, ou pouvaient peut-être délimiter d'anciens modules d'habitat ou des espaces de circulation entre des jardins. La fouille, elle révèle finalement qu'il s'agit de drains dont l'effet drainant est assuré par un comblement de laitiers, de terre cuite, de céramique glacurée moderne,
ou de matériaux de construction. Ces drains, visiblement, ils sont mis en place dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, enfin entre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Et ils sont sans doute liés au réaménagement de la résidence seigneuriale et à la mise en culture de cette parcelle, notamment pour le chanvre. Pour conclure, donc le but des sondages réalisés était d'identifier la nature des éléments repérés sur les clichés aériens ou en géophysique. Il s'agissait de définir le potentiel archéologique du secteur concernant l'évolution du peuplement, principalement entre les 4e et 12e siècles. Alors malheureusement, si les observations réalisées n'apportent pas de données concernant l'évolution de l'occupation entre la période antique et médiévale, en revanche, ces sondages nous apportent aujourd'hui un regard nouveau sur l'évolution du château de Seveux et de la défense de sa basse-cour entre le 15e et le 19e siècle. Je vous remercie pour votre attention. Donc, il me revient la tâche de conclure cette conférence sur une petite synthèse, donc une synthèse qui est préalable actuellement puisque nos travaux ne sont pas terminés. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte ce soir, on s'est attaqué à toute une série de sites qui n'avaient pas forcément de rapports probants les uns entre les autres, mais qu'on espérait voir couvrir la période chronologique qu'on avait retenue pour notre programme de recherche, qui était le 4e et le 12e siècle. Ces fouilles, donc, qui sont toujours en cours de traitement aujourd'hui, nous ont apporté quand même toute une série d'informations qui nous permettent de réinterpréter un petit peu l'évolution de l'occupation, de la structuration du territoire, donc du Pagus du Portois, depuis la fin du Haut-Empire jusqu'à la période féodale. C'est ce que je vous propose de vous présenter actuellement sur les schémas que vous voyez à l'écran, qui sont des petits schémas synthétiques des différentes fonctions des sites que l'on a pu étudier au cours de ces 4 années. Donc, on a pour le Haut-Empire, donc les 3 premiers siècles de notre ère, une structuration des paysages ruraux qui est finalement assez bien connue, assez documentée depuis une trentaine d'années maintenant, avec d'une part des sites, des milieux vraiment ruraux, avec de grands sites aristocratiques qui viennent polariser toute une série de petits sites satellites, de petites fermes, voire qui sont entourés de fermes qui pourraient tout à fait être également indépendantes. On peut supposer que ces grands sites et ces sites périphériques ont des fonctions agricoles ou d'élevage variées, et qu'ils appartiennent tous à un même grand domaine avec des sites éventuellement avec des fonctions plus limitées. Donc ces grands sites élitaires, donc, vous voyez au centre du diagramme, ça correspond à ces grandes villas comme celle de Jonvel par exemple, qui peuvent avoir des fonctions qui sont très variées, des fonctions agricoles, économiques, et qui accueillent très certainement des aristocrates qui ont eux aussi des fonctions politiques dans les agglomérations à proximité. Le cas des agglomérations, c'est ce que vous voyez ici. Le cas le mieux documenté est celui de Seveux, puisqu'on a une agglomération donc, qui est présente dès la période gauloise, donc dès au moins le IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cette occupation gauloise, elle perdure au Haut-Empire, avec des habitats en bande le long de la voie secondaire, donc Besançon-Langres. Et on sait que ces agglomérations antiques, elles viennent polariser un certain nombre d'activités qui sont essentiellement des activités artisanales et économiques, avec des sites, des fermes périphériques qui, elles, vont avoir des fonctions agricoles. On a aussi quasiment systématiquement, aux abords de ces agglomérations antiques de Haute-Saône, la présence d'une grande villa. C'est le cas à Seveux, c'est le cas à Port-sur-Saône, qui est située en général à une distance assez proche de l'agglomération, moins de 2 km, et qui, comme pour les sites en milieux ruraux, vraiment ruraux excentrés, va avoir des fonctions, pour sa part, plutôt économiques. On a une évolution au cours de l'Antiquité tardive. On voit que ces grands sites élitaires vont finalement s'accaparer toute une série de fonctions. Donc, en plus de ces fonctions agricoles et économiques, vont avoir des fonctions religieuses. C'est le cas, par exemple, sur le camp de Port-sur-Saône, où on a peut-être l'apparition d'un premier édifice de culte, une fortification qui pourrait sous-tendre à une occupation militaire qui vient pour contrôler ce secteur, et des fonctions artisanales, comme on a pu le mettre en évidence avec notamment ces ateliers de tabletterie. Ces sites fonctionnent toujours étroitement avec des agglomérations, comme par exemple à Port-sur-Saône, avec l'agglomération antique qui est supposée en contrebas, qui perd peut-être ses fonctions politiques et administratives au profit de ces sites élitaires.
et conserve des fonctions plutôt économiques et artisanales, avec toujours des sites gravitaires qui alimenteraient ces agglomérations et ces sites élitaires. On a un basculement au cours du Haut Moyen-Âge, où finalement, avec le développement du christianisme, on voit apparaître les premiers édifices de culte au sein des habitats groupés. Et on voit notamment des cimetières qui vont se développer autour de ces églises qui vont donner lieu à l'apparition de ce qu'on pourrait vraiment qualifier aujourd'hui de villages. Avec en parallèle des sites, toujours des sites aristocratiques qui se développent ou qui continuent de se développer, qui existent déjà depuis l'Antiquité tardive, voire même parfois dès le Haut-Empire, voire la protohistoire, et qui continuent de garder des fonctions élitaires, économiques, agricoles, peut-être militaires. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à partir de cette période, on voit une dichotomie, on voit l'apparition d'une bipolarisation entre un habitat ou un site à fonction aristocratique, avec son propre espace funéraire, qui est en général un site de hauteur. C'est le cas à Jonvel, c'est le cas à Port-sur-Saône, et c'est plus ou moins le cas à Seveux. On est plutôt en secteur de plaine, mais on a des secteurs terrassés avec des surélévations de certaines portions. Et se pose la question de vouloir finalement monumentaliser ou en tout cas rendre plus visibles les populations qu'on suppose dominantes dans ces secteurs-là, donc ces populations aristocratiques qui ont très certainement des fonctions aussi politiques d'administration de ce territoire. On voit apparaître aussi progressivement pendant la période mérovingienne et la période carolingienne le pouvoir du clergé, en particulier du clergé séculier, qui va progressivement acquérir des droits, pouvoir percevoir des taxes et avoir des possessions terriennes et lui fournir un certain pouvoir qui parfois peut se retrouver en opposition avec ces grandes familles aristocratiques de longue lignée, en prenant en compte que ces familles de clercs et d'aristocrates sont très souvent pour le Haut Moyen-Âge les mêmes personnes. On voit apparaître, c'était l'exemple de Fauconnier-la-Mer et du développement du monachisme colombanien dans le secteur de Luxeuil, l'apparition au cours du Haut Moyen-Âge de ces réseaux d'abbayes qui vont, à partir d'abbayes mères, développer des abbayes filles qui vont contrôler des territoires adjacents, parfois très éloignés. Le cas de Luxeuil est particulièrement évocateur, puisque Saint-Colomban s'installe à Annegray, peut-être à Saint-Martin-de-Fauconnier-la-Mer, sur décision royale, dans un territoire de marge et de passage qui correspond donc à la vallée du Brechin vers le nord et vers les Vosges. Donc on se rend compte que finalement ces implantations monastiques, elles ne se font pas au hasard, elles sont dues à des volontés royales, souvent, des autorisations en tout cas, avec des sites qui vont venir finalement contrôler un territoire en marge des royaumes mérovingiens et carolingiens. Le pouvoir de ces abbayes, il va croître finalement jusqu'à Cluny et au réseau clunisien, qui vont créer de véritables marges au sein des royaumes européens dans lesquels ces abbayes vont se développer. C'est notamment le cas au sein du royaume de France, puisque Cluny est adoubé finalement par Rome, de rendre des comptes à Rome et très peu finalement à la monarchie franque. C'est à partir du Moyen-Âge central que cette bipolarisation entre des sites civils, des sites aristocratiques de hauteur et des sites civils en contrebas va se réunir finalement dans ce qu'on va appeler les bourgs castraux, avec l'apparition des premières modes castrales, puis des châteaux forts qui vont polariser des fonctions économiques, politiques, militaires. Et finalement, ces bourgs castraux qui seront directement liés à ces châteaux forts, avec eux aussi des fonctions religieuses, artisanales, agricoles et militaires. Et on a, à partir de ce schéma, le développement finalement de ce qui devient progressivement le féodalisme médiéval, donc qui correspond à la fin de notre chronologie d'études. Donc ces éléments nous permettent d'apporter des nouvelles hypothèses de travail que vous voyez très brièvement résumées sur ces schémas et qui seront évidemment poursuivis dans une prochaine triennale qu'on espère lancer à partir de l'année prochaine et qui permettront de mettre à l'épreuve ces hypothèses en documentant au mieux les sites qui nous apportent le plus d'indices pour comprendre les corrélations qu'il peut y avoir entre les différents types de fonctions et d'occupations à travers le temps
de ces quelques sites. Et surtout, on va essayer de s'intéresser à des sites qui n'ont pas livré une occupation continue jusqu'à aujourd'hui pour essayer de comprendre justement quelles sont les raisons qui ont fait péricliter ces sites et qui n'ont pas pu perdurer, à contrario des sites que l'on vous a présentés aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions pour nos conférenciers sur des... Oui. Bonsoir. Je voulais savoir, à propos du premier sujet sur la villa, est-ce qu'on a repéré une agglomération de la même époque ou antérieure? Donc sur le site de Jonvel, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Non, alors à ce jour, je vais passer très rapidement. On a en 2019 lancé des séries de prospection pédestre donc sur la commune de Jonvel, qui ont livré des traces d'autres sites ruraux dans les alentours de la villa, donc des petits établissements ruraux qui datent vraisemblablement du Haut Empire romain, des 3 premiers siècles de notre ère, mais aucune trace d'une agglomération à proximité directe de Jonvel. Par contre, à 6 km de Jonvel, on a l'agglomération antique de Cors, qui perdure jusqu'à aujourd'hui, où on a un grand sanctuaire a priori d'origine proto-historique. Il y a eu des fouilles en dessous du village, je veux dire. Il y a eu quelques investigations de l'abbé Descouvrières, donc des fouilles clandestines qu'il a fait dans son coin dans les années 60-70, où il a découvert justement ces quelques sarcophages et il a tout rebouché et redallé le secteur. Mais c'est les seules informations qu'on a, c'est des informations orales de l'abbé Descouvrières qui est décédé il y a une trentaine d'années. Okay, merci. S'il n'y a personne d'autre, j'avais une autre question. Alors là, par contre, c'était le dernier exposé. À propos du château, il y avait une image aérienne au début. On voyait l'intérieur de l'enclos. On voyait des trous de poteaux Oui, des anomalies, sur l'image, effectivement. mais on ne les voyait pas sur l'image de la prospection géophysique. Oui, alors après, ce type de structure ne ressort pas nécessairement en géophysique. Là, on est sur une géophysique qui est plutôt électromagnétique. Donc, ça va être des différences de résistivité ou de magnétisme qui peut résulter de ces Les trous de anomalies. poteaux, on ne peut pas les repérer. Eh ben, ça dépend surtout de ce qui est contenu finalement dans ces trous de poteaux. Donc là, effectivement, par exemple, les scories, les laitiers, ben, visiblement, ça réagit plutôt bien, et même très bien, puisqu'on voit que c'est très magnétique et que ça ressort vraiment bien d'un point de vue sur la géophysique. S'il y a juste de la terre, en fait. Effectivement, tout à fait. Par contre, si effectivement on a juste un comblement qui est plutôt fait de terre quelconque, hein, là, ben, ça ressortira beaucoup moins en géophysique. Merci bien. C'est pour ça que finalement, c'est assez complémentaire. Hein. Les différents moyens de prospection sont toujours très complémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, vous vous intéressez à l'évolution de ces pôles de peuplement dans la longue durée. Parce qu'il y a une autre manière d'envisager les sites, non pas de manière indépendante, mais en essayant de voir quelles sont leurs relations à la fois de manière synchrone à un moment donné et aussi dans la longue durée. Mais ça montre bien aussi la difficulté de l'exercice, hein, avec des données qui sont très fragmentaires et on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche, pardon, avec le cas du château là, que vous avez montré en dernier lieu. Donc ce sont des travaux de longue haleine, évidemment.
là, vous en êtes à 4 ans d'investigation, de travaux, etc. Ouais. Je pense que c'est des types de projets qui commencent à apporter des résultats au bout d'une dizaine d'années, quoi, grosso modo. Donc, en tout cas, je pense qu'on peut prendre rendez-vous dans quelques années parce que vous aurez certainement de nouvelles informations à nous montrer. Mais cette période de l'Antiquité tardive, elle reste quand même difficile à appréhender encore à présent. Finalement, le premier site que vous avez montré montre bien que rien que simplement en se repenchant sur la vaisselle céramique à la lumière des référentiels qu'on utilise actuellement, on peut voir quel peut être le statut d'un site de cette nature. La question que j'avais envie de poser, c'est pour les périodes, on va dire, du 4e, 5e siècle. Est-ce qu'on est encore dans un site qui est entretenu ou est-ce qu'on est dans du squat à l'intérieur des bâtiments? Quelle est la nature de l'occupation? Parce que vous parlez vous employez le terme d'élite ou d'aristocrate. Bon, il y a certainement de riches propriétaires terriens. Après, est-ce que ce sont des aristocrates? J'en sais rien. Mais pour les phases, je dirais, tardives, on est dans quel type d'occupation? Alors, la grosse difficulté avec la villa de Jonquelle, c'est que les fouilles des années 60 et 80 sont faites sans relevé stratigraphique. Donc on a des fouilles qui ont globalement cherché les murs jusqu'à ce que Nathalie Bonvalot et Jean-Claude Barsons accompagnent l'abbé des Scouvrières, où là on commence à avoir des relevés, mais toujours pas d'US. C'est-à-dire que le mobilier a été étudié, on a déversé les caisses sur des tables, il n'y a pas de provenance, on a juste des sacs remplis de mobilier, et on a trié, on a identifié le mobilier qui depuis une quinzaine d'années on arrive à clairement identifier. Par contre, il y a des indices, on va dire a silencio, qui indiqueraient que les bains, les thermes, donc avec leurs mosaïques qui sont aujourd'hui classées, si elles ont été préservées, avec notamment toutes les salles à hypocauste qui sont encore dessous, conservées en élévation, c'est qu'elles ont été entretenues. Peut-être pas forcément pour leur vocation thermale. Il y a a priori la preuve que les canalisations en plomb ont été récupérées. On a pour le 4e, voire la toute fin du 4e siècle, une adjonction d'un bâtiment à cet espace thermal avec la création d'un foyer, construction maçonnée. Donc ce qui est qui n'est pas exceptionnel, mais qui mérite d'être souligné, puisqu'à cette période-là, on a plutôt tendance à reconstruire en terre et bois. Donc, ce qui indiquerait la fonction le statut aristocratique des occupants de ce site, c'est d'une part sa perduration sur le temps long, sans qu'à partir du mobilier, on puisse noter de rupture nette. Et c'est un autre argument qui a été développé notamment par Antonin Musselin sur son étude des établissements ruraux antiques d'Alsace, qui met comme facteur de description du statut de ces sites la variété des importations qu'on retrouve dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sites pour le 4e, 5e siècle qui ne laissent aucune trace physique au sol. J'entends des traces construites avec des sols en terrazzo ou des murs en pierre, mais par contre qui vont avoir une variabilité exceptionnelle de mobilier. Et là, je présente que le mobilier céramique parce que c'est ma spécialité, mais on a tout un tas de mobilier métallique et de mobilier en verre qui témoignent aussi d'importation à longue distance et qui du coup reflèterait un statut privilégié de ce site et par extension de ses occupants. Le fait qu'on retrouve également autant de céramique du Haut Moyen-Âge sur ce site-là, c'est pas anodin en tout cas sur le département et pour la région. Donc encore une fois, on est retombé sur le plus gros corpus céramique pour l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge sur ce site, pour le département. Et donc, est-ce que vous iriez jusqu'à suggérer qu'il y a une stabilité de cette communauté et de ces élites? Ce sont les mêmes qu'on va retrouver au Moyen-Âge? Est-ce que c'est les mêmes? Ça, on n'a aucun moyen. Est-ce qu'on peut dire que c'est une lignée, une famille? Ça, on n'a aucun moyen de le prouver. Et on ne pourra très certainement jamais le faire.
Donc en l'état, on doit reprendre les fouilles sur le site de Jonvel pour justement apporter des éléments de chronologie et de stratigraphie pour réviser les fouilles anciennes et notamment fournir des référentiels typochronologiques pour réétudier tout le mobilier qui est sorti des fouilles anciennes pour éventuellement préciser si on a des hiatus dans l'occupation, éventuellement découvrir de nouvelles structures qui, notamment pour la période mérovingienne, puisqu'on a les structures en creux que j'ai présentées, elles sont carolingiennes, elles sont postérieures au 7e, 8e siècle. Donc, il y a peut-être des hiatus quand même. il y a peut-être un hiatus, mais en tout cas qui ne se retrouve pas dans le mobilier. On a aussi énormément de mobilier métallique mérovingien qui est du 6e, 7e siècle. Bien. Pas de remarques, de questions? Oui. Je voulais savoir, quand on fouille comme ça un lieu, à partir de combien d'années on commence à se lasser Ou est-ce qu'on, tant qu'on trouve quelque chose, on continue ou... De mon point de vue, tant qu'on nous donne encore les moyens de continuer à le faire, notamment financièrement et que la météo n'est pas trop dégueulasse, ça peut durer très longtemps. Bien, ben, je pense qu'on va libérer nos conférenciers. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui sera dans 2 mois, a priori. Voilà. Bonne soirée.